Bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices de Zouk Télévision. Merci de nous accueillir chez vous pour une nouvelle émission du kiosque. Cet après-midi, j'ai la lourde tâche de remplacer Emmanuel Granier qui a été empêché. Et donc, je vais tâcher de donner satisfaction au public averti que vous êtes. Et sans plus tarder, je vais faire un tour de table et vous donner la parole aux chroniqueurs qu'on ne présente plus, nos chers chroniqueurs. Je vais commencer par Michel Branchy. Bonsoir Michel. Merci d'être là. Et puis, quelle est ton actualité, rapidement? Bonsoir à toutes et à tous. L'actualité, c'est celle de l'élection présidentielle. C'est une situation, à mon avis, inédite et qui nécessite une grande réflexion sur le plan des choix opérés, sur le plan idéologique. Je dirai le reste après, tout à l'heure, mais ça présente certaines similitudes avec d'autres situations historiques. Très bien. Merci pour la contextualisation. Voilà, on a justice. Et dans la première de couverture justice, il n'y a pas de doute sur la résolution du Parti communiste martiniquais. Philippe Saint-Cyr, merci d'être là, cher professeur, et je te demande de partager avec nous ton actualité. Oui, bien volontiers. Bonsoir aux amis chroniqueurs, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. Moi, ce qui m'a frappé, comme je le disais, je regardais l'émission qui est passée sur Quoi de Neuf, des travaux qui ont été réalisés par mon collègue et ami Jean-Émile Saint-Fort sur le vote de l'extrême droite à la Martinique. Et j'avoue que les résultats sont assez frappants et même très inquiétants. Pour en dire plus, peut-être qu'on en dira plus tout à l'heure, mais c'est vraiment, si Marine Le Pen arrive en tête à la Martinique, on est bien représenté surtout. Mais il y a des risques, d'après son analyse. Très bien, merci beaucoup. On va développer cela dans un petit moment. Carl Paolo, bonsoir plutôt, merci d'être là. Et je vais également te demander quelle est ton actualité. Bonsoir à tous et à toutes. D'abord chroniqueurs et puis téléspectatrices et téléspectateurs. Mon actualité, c'est celle de mes camarades. Je suis évidemment la campagne. J'avoue que ça devient lassant. Il y a une densité qui me fatigue un peu personnellement. Donc, il m'arrive, je le confesse, simplement de zapper et de regarder autre chose, notamment les chaînes Planète. Au moins là, j'apprends quelque chose. Parce que je n'ai pas toujours le sentiment d'apprendre. Et puis, il y a autre chose dans mon actualité, parce que j'ai toujours un œil sur l'Ukraine, la guerre en Ukraine, la Russie et l'Ukraine. Et je suis tombé en arrêt sur une vidéo d'un reporter de guerre, qui travaille à Paris Match, c'est un Français, Le Sommier ou un nom comme ça, et qui explique qu'il a suivi les Français qui ont été s'engager dans une sorte de légion étrangère, des forces ukrainiennes, pour se battre contre les Russes, et qui les a suivis jusqu'à un camp où on les recrutait pour la durée de la guerre, et qu'il pensait avoir affaire à un Ukrainien, et il a eu affaire à un officier américain. Alors, il dit lui-même, et je croyais être tombé sur l'Ukraine, je suis tombé sur le Pentagone. Alors, c'est ce qu'il dit. Moi, j'ai vu la vidéo, ça a paru sur CNews, mais sur d'autres supports. Et vraiment, j'étais un peu stupéfait de ça, parce que l'intéressé leur a dit, c'est moi qui commande ici. Bon. C'est pas l'Ukraine, c'est moi. Oui, donc j'ai quand même un œil ici, j'ai un œil sur ce qui se passe en France, et puis j'ai un œil dans l'Est. Très bien. À la fin de l'émission... Je n'ai que 2 yeux, alors c'est un exercice difficile. À la fin de l'émission, on va tâcher. C'est un fil rouge, l'Ukraine, effectivement, c'est une actualité internationale, mais qui nous concerne tellement par rapport à l'inflation qui arrive. On aura certainement quelques minutes à accorder à cet aspect-là. Et puis, docteur en droit public, Bertrand François Lubin, que nous avons le plaisir de retrouver et à qui je vais demander comment il va. Alors, de manière très prosaïque, depuis ce matin, je profite de quelques jours de repos, ce qui n'est pas rien, parce qu'effectivement, un peu sollicité ces derniers temps. Donc, voilà, pour être plus sérieux, donc je ne vais pas déroger à ce qui a été dit. Je crois que
Et c'est ce qui est intéressant. Hein. Pendant un certain temps, nous étions envahis par la guerre en Ukraine. Et puis, depuis quelques jours, l'actualité, c'est ces élections présidentielles. Donc, comme tout le monde, effectivement, je suis ce qui se passe. Et notamment, depuis lundi, depuis dimanche soir, on connaît les 2 finalistes. Et depuis lundi, comment la campagne se déroule. Voilà. C'est ça mon actualité immédiate. Très bien. Ben écoutez, vous avez tous parlé de l'actualité qui concerne les présidentielles, alors bien évidemment nationales et les résultats nationaux et locaux. Et c'est par ce thème-là que nous allons commencer, hein, si vous voulez bien. Le premier thème, ce sont les résultats du premier tour des élections présidentielles. Alors je propose à la réalisation, s'il y a possibilité de projeter un tableau qui avait été préparé, bon, si c'est possible, sinon ce n'est pas possible. Nos chroniqueurs ont les résultats. Donc, résultat du premier tour des élections présidentielles, voilà, merci beaucoup. Concernant Jean-Luc Mélenchon, hein, qui est premier hein, avec 53% des voix en Martinique et qui est troisième en France avec 21,95% des voix. Macron, deuxième avec 16% des voix en Martinique et Macron est premier avec 27,84% des voix en France. Marine Le Pen, troisième, 13,4% des voix en Martinique avec 16 495 voix et Marine Le Pen qui est deuxième en France avec 23,15% des voix. Ensuite, non pas que ce soit dérisoire, mais je ne vais pas égrener les résultats des autres candidats que vous avez sur l'écran. Par contre, je vais passer la parole à Michel Branchi pour lui demander de commenter avec moi, ou avec vous, cette singularité. Déjà, les 3 premiers candidats sont les mêmes, que ce soit en Martinique et en France. Et puis ensuite, la surprise, c'est que Marine Le Pen, elle émarge assez haut du point de vue de ses résultats. Alors, quel est ton sentiment? Bon, effectivement, je crois que tu as souligné l'essentiel. Bon, il faut ajouter que Marine Le Pen a progressé aussi bien en France qu'en Martinique par rapport à 2017. Bon, c'est ça le fait important. Et je faisais tout à l'heure le calcul, quand on ajoute Marine Le Pen, Zemmour et Dupont-Aignan, ça fait 18,41% de l'extrême droite en Martinique. Bien, alors, et autour de 33% sur la France globale. Exactement. Alors que la gauche, dans son ensemble, fait 30% en France. 31%. Bien. Autrement dit, la situation qui résulte de ce premier tour, c'est que on peut expliquer les choses. Alors, il y a aussi le phénomène de l'abstention, dont nous allons peut-être parler. Bon, une abstention en Martinique, que tout le monde s'accorde à dire qu'elle n'est pas simplement circonstancielle. Elle est structurelle. Elle est structurelle. Elle est ancienne. Oui. Elle remonte à très loin. Et très loin. On va en parler de la deuxième partie, bon, notamment par rapport au vote blanc et nul. Ouais. Bon. Ceci dit, elle a légèrement reculé à l'occasion de ces élections d'environ 2%, aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe. Un léger rebond. Mais un léger rebond. rebond. Bien. Mais ce que je voulais dire, pour commencer simplement, pour faire une observation, c'est que nous sommes dans une situation qui reflète une crise démocratique en France. On a parlé de crise démocratique. Et qui résulte à la fois d'une crise à la fois. Alors, il faut prendre les choses depuis, à mon avis, 2019, une crise économique et sociale auquel les différents partis au pouvoir ont répondu par des mesures ultralibérales, s'attaquant à la protection sociale, pour diminuer le coût du travail, pour relancer l'économie. En gros, c'est ce qui s'est passé depuis Sarkozy jusqu'à Macron. Depuis 2007 alors, depuis 2007. Depuis 2007. Oui. Ce qui a marginalisé une grande partie des couches populaires et moyennes, avec un sentiment de déclassement, notamment des couches moyennes. Bon. Quant à la Martinique, ça s'est traduit par un creusement des inégalités. Les dernières études de l'INSEE montrent qu'en plus, le deuxième facteur de crise, c'est la pandémie qui a accru ces phénomènes de pauvreté en Martinique. Bon. En excluant du champ de la politique
une grande partie des Martiniquais. On revient un petit peu sur la question de l'abstention, parce que les abstentionnistes sont des jeunes, sont des gens pauvres, hein, et ce sont des gens qui n'ont pas de formation. Bon. Bon. Donc, je vais te permettre de compléter. Karl, veux-tu rebondir? Quand il s'agit de crise démocratique, comme le dit Michel, vois-tu une crise démocratique quand notre candidat n'est pas bien placé? Moi, c'est une manière de poser la question pour un petit peu faire rebondir le débat. La première observation que je voudrais faire d'abord, c'est que le corps électoral a diminué. On est passé de 310 800 et quelques inscrits à 304 822. Alors ça paraît anecdotique, bon, un petit presque 2% en moins. Mais en fait, c'est suffisamment rare pour être souligné. C'est pas en général ce qui se passe. Donc on a un nombre d'inscrits un peu plus faible. Bon. La deuxième observation que je voulais faire, alors je ne vais pas aborder la question sous l'angle de la crise démocratique. Moi, je dirais que, de mon point de vue, en tout cas, pour ce que je crois comprendre, je crois que les gens sont complètement perdus. Et je crois qu'ils sont perdus. Ben, ils sont perdus parce qu'ils votent pour des gouvernements, des présidents différents. Je ne vais pas refaire la litanie, mais bon. Hollande, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron, mais on a finalement des politiques qui se ressemblent. En tout cas, qui ont les mêmes effets. Bon, alors, il y a un proverbe créole, je ramène ça ici, qui dit « Dis bourreau bonjour, il a coupé court. » Pas dit bourreau bonjour, il a coupé court. Alors, je ne citerai pas la dernière partie du proverbe. Mais bon, les gens pensent que ça n'a pas de sens. Puis il y a un dernier point quand même, c'est qui a fait campagne en Martinique? Vraiment. Moi, je me souviens de campagne électorale en 1974 notamment, lors du duel entre Mitterrand et Giscard, un peu en 81 aussi. Il y avait des campagnes électorales, les mouvements politiques de Martinique battaient la campagne, battaient le pavé. Ils étaient présents. Là, bon, il y a eu quelques émissaires, il y a des groupes, mais bon, ça n'a aucune dimension comparable. Donc, je trouve que si dans ces conditions-là, il y a eu un rebond, c'est pas grâce à nous-mêmes, hein. Déjà. Oui. Voilà. D'accord. Tu auras l'occasion de revenir dessus. Bertrand, donc j'ai entendu un petit peu les commentaires. Est-ce que tu les rejoins par rapport au fait que tous les anciens présidents, y compris celui-ci, seraient des néolibéraux qui pratiquent la même politique? Quelle est ton analyse? Enfin, oui, je crois. Je crois qu'on peut effectivement convenir que le néolibéralisme imprègne les esprits, et notamment les esprits des gouvernants au cours de ces 20 dernières années. Je crois que le monde, à part quelques cas ici ou là, le monde s'est rallié à cette philosophie politique. Elle est devenue totalisante, quelque part. Donc, je crois que ceci peut être un élément de compréhension, je ne dis pas d'explication, parce que ce serait donc établir un lien de causalité, mais en tout cas de compréhension de ce qui se passe. Alors, je pense que je voudrais aussi réagir sur la question de savoir si c'est une crise démocratique ou autre chose, mais je pense que le deuxième point sur lequel nous allons aborder convient mieux à ce titre. Moi, par rapport à la question de départ, qu'est-ce qui m'a marqué? Moi, je suis frappé par l'effondrement des partis que l'on dit partis dits de gouvernement, donc en l'occurrence les LR et le PS, qui se sont partagés le pouvoir au cours de ces dernières années. Là, il y a quelque chose donc d'assez interpellant, et il va falloir que ces deux partis se renouvellent, mais de manière assez profonde.
parce que la crise, elle est réelle. Hein. Le score du Parti socialiste aujourd'hui, le score du Parti LR, le score du Parti... Alors, même si le Parti communiste n'a pas été un parti de gouvernement, mais ça a été un parti historique qui a compté dans l'histoire donc, de la France et aussi en Martinique, le score réalisé par le candidat communiste m'a aussi interpellé. Bon, je ne minore pas la montée en flèche, même pas montée en flèche, continue de l'extrême droite, parce que c'est une réalité avec laquelle il va falloir qu'on compose, je pense que à l'avenir. Mais en tout cas, c'est d'abord ce qui m'a frappé, c'est cet affaiblissement, cet effondrement donc des partis historiques, je dirais. Très bien, très bien. On va solliciter la sagesse de Philippe Saint-Cyr pour vous faire une petite synthèse. Résultat du premier tour des élections présidentielles, que ce soit en France ou en Martinique. Moi, je suis candide. Hein, je ne manie pas les chiffres. Je ne manie pas les chiffres. Et puis, je suis un modeste privatiste. Mais il y a 2-3 remarques que je voudrais faire. Du candide, hein, du vulgum pecus en la matière. La première remarque, c'est que les sondages me frappent. Je trouve que les sondages suivent quelque peu la réalité des élections, me semble. Alors je me suis posé la question tout à fait naïvement, est-ce que ces sondages ont une influence sur le vote? Et dans quel sens? Je ne sais pas. D'après les grands spécialistes, non, il n'y a pas d'influence. Mais enfin, moi, quand je me regarde, candide que je suis, je regarde les sondages et c'est un élément que j'entends, qui m'interpelle. La deuxième remarque que je fais, je rebondis sur ce que tu as dit, c'est qu'effectivement, l'effondrement des partis traditionnels. Et là, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe, mais ce qui me pose encore un peu plus problème, c'est que ces deux partis étaient représentés par 2 dames. Et oui, il y a peut-être de quoi se poser des questions. Je ne sais pas. Tu ne vas pas mais non, mais excusez-moi, je ne sais pas. Je n'ai rien dit. Hein. On n'a rien dit. Je n'ai rien dit. Je vous allez dire, mais pas moi. C'est deux constats. Je ne sais pas. J'ai dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Ça me rappelle un peu le phénomène de Ségolène Royal. La troisième remarque, c'est le phénomène Zemmour. Incontestablement, Zemmour, il a fait du bien à Marine Le Pen. Oui, il a fait du bien parce qu'il a joué le rôle, et je vais vous choquer, de purificateur. Il a pris toutes les ordures, n'est-ce pas? Il les a... Donc on ne devrait pas dire purificateur, on dirait qu'il a joué le rôle de vide-ordure. Ça conviendrait mieux. Bon, c'est la deuxième remarque que je voudrais faire. Bon, et puis la troisième, j'en ai une ou deux encore, mais je laisse de côté. La dernière remarque, c'est que la campagne, en quelque part, m'a plu. C'est qu'on a respiré un air pur, le berger, la salle, n'est-ce pas? Ces interventions, je n'y comprenais rien, oui. Mais ça met un peu d'oxygène dans le débat. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Très bien. Michel, tu nous as interpellé quand tu parles de crise démocratique. Combien y a-t-il eu d'abstention en France? Enfin, en Martinique, l'abstention n'a pas été plus remarquable qu'aux autres élections. Pourquoi parles-tu de crise démocratique? C'est grave, ça. Oui, je parle de crise démocratique. C'est que, précisément, parmi les éléments de cette crise démocratique, il y a l'effondrement, ce que vous signalez, l'effondrement des partis dits traditionnels. Bon. D'autre part, il y a l'idée qui commence à circuler que ce soit l'un ou l'autre, c'est la même chose. Par conséquent, l'absence, voulue ou pas par les médias, l'absence supposée de clivage idéologique. Il n'y a plus d'idéologie. Bon. Bien sûr, ceux qui disent ça, c'est une manière de camoufler. Parce que le capitalisme leur idéologie. est une idéologie en soi. Bon. Par conséquent, alors il y a bien sûr un élément quand même sur lequel il faut insister quand même. Quand on dit qu'il n'y a pas eu de campagne, il y a quand même eu la situation de crise sanitaire quand même qui a joué énormément sur l'absence de campagne. Bon. Et puis il y a le fait que
dans les Outre-mer, il y a eu pendant ces dernières années une sorte de désintérêt des partis français sur Des intérêts pour les partis français ou des intérêts des partis des partis français, bon, qui s'est manifesté à l'égard des problématiques D'accord. spécifiques de ces pays. Je dis bien de ces pays, je ne dis pas de ces départements, de ces pays. Ok, dont acte. Bien. Alors, néanmoins, à l'approche des élections présidentielles, contrairement à ce qui a été dit, la plupart des partis, je vais citer Macron, je vais citer Le Pen, je vais citer Pécresse, je vais citer Mélenchon, je vais citer Roussel. La plupart des partis se sont donné la peine de présenter quand même un certain nombre d'analyses et de propositions concernant les pays d'outre-mer. En particulier, sauf Henri Le Pen, sur la question institutionnelle, sur la question de la vie chère, bien sûr sur la question du chlordécone, bon, sur la question des sargasses, sur la question des inégalités sociales. Donc il y a eu, malgré tout, alors certains ont pu venir l'exposer devant les électeurs, d'autres n'ont pas pu ou n'ont pas voulu, mais il y a eu cet élément. Par conséquent, il y a eu une sorte de rattrapage à l'égard de l'outre-mer concernant ces problèmes. Et donc, si tu veux, c'est un début de rattrapage démocratique qui a montré que les situations, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que la politique du pire, comme disait Césaire, la politique du pire est la pire des politiques. C'est-à-dire que le fait de laisser les pays d'outre-mer s'enfoncer dans les inégalités et dans la pauvreté, bon, ça s'est traduit par des mouvements sociaux extrêmement considérables en Martinique et en Guadeloupe. Tout à fait. Dont le détonateur n'a pas été nécessairement social. Le détonateur a été la question sanitaire. Oui, absolument. Mais derrière cela, oui. ça a été la question sociale. Oui, je vais passer la parole à Carl. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Oui, très bien. Carl, quel est ton commentaire par rapport à écoute, tout ça moi je m'attache, j'aime bien les chiffres. Il faut être complémentaire, chacun ses spécialités, comme tu dis. Macron a perdu des voix. Il a perdu 7000 voix, un peu plus que 7000 voix. Pour un président d'exercice, c'est inhabituel. Tu parles en Martinique? En Martinique. Oui, tout en à fait. Martinique. En Martinique. C'est rare, ça. C'était pas le cas de Giscard, par exemple. Bon. Le vote légitimiste n'a pas joué. Ce qu'on appelait à l'époque. Voilà, on disait que, automatiquement, le sultan avait une prime. Eh bien, la prime a joué, c'est une prime négative. Il a perdu plus de 7000 voix, c'est beaucoup. Deuxième observation, les petits candidats du type Nicolas Dupont-Aignan, qui n'ont pas de représentants ici, ou pas grand-chose, Jean Lassalle, que j'aime bien, qui est un candidat rafraîchissant, que j'aurais écouté, vraiment c'est l'un de ceux que j'aurais écouté des heures. Vraiment. En plus, j'aime son accent. C'est vraiment agréable. Je partage. Eh bien, Jean Lassalle est passé de 870 voix à 1162 voix. Il a un coefficient de 1,34. C'est pas rien. Quand beaucoup d'autres... Il y a d'autres cas. Nicolas Dupont-Aignan est passé de 2338 à 2900, un coefficient de 1,28. Quant à Mélenchon, c'est lui qui a multiplié par 2,18 son score de 2017. C'est absolument considérable. C'est d'autant plus considérable que le taux de participation était plus élevé pour ces élections-ci que pour les élections territoriales de l'autre jour. Tout très simple. On pourrait penser que
c'est la mère des batailles, ça nous concerne directement. Nul n'est prophète en son pays, peut-être, je ne sais pas. Je lance ça. Bon, donc, moi j'en regrette, quand même. Parce que je suis pas... Je commente, mais enfin, j'ai quand même du sang qui me coule dans les veines. Ce n'est pas de l'eau, ni de l'eau chlordéconée, ni de l'eau minérale. Et donc, par conséquent, je regrette, évidemment, personnellement, que le candidat que j'aurais souhaité au second tour n'y soit pas, c'est-à-dire le Mélenchon. Et j'observe qu'il lui a fallu moins de 500 000 voix. 422 000 exactement. Que les seules voix de Fabien Roussel étaient suffisantes. Quand j'ai regardé les programmes des uns et des autres, je n'ai rien contre Roussel. J'aurais pu prendre Poutou ou Nathalie Arthaud. Tu l'as pris lui quand même. Donc comme il est là. Non, mais bien sûr. Non, mais. Une taquine amicale. Non, mais. Laisse-le finir son Je argumentation. ne m'en laisser pas parler. Je ne m'en laisser parler. Vas-y. Quand j'ai pris le programme Pas des les uns ballons. et des autres, le principal point d'achoppement, je parle du programme, je ne parle pas des personnalités, etc. hein, c'est la question du nucléaire. Le PCF, mais ça ne m'étonne pas, est historiquement pour le développement du nucléaire civil. La CGT avait et a peut-être toujours de gros bataillons à ADF. Le plus gros comité d'entreprise était là. Et Mélenchon a une réduction. Mais si on ne doit faire d'alliance qu'avec ses clones, il n'y a plus jamais d'alliance. C'est impossible. Et je me dis que un sujet de ce genre, qui est un sujet important, ce n'est pas un sujet accessoire, anecdotique, aurait très bien pu faire l'objet de consultations référendaires par la suite. Je veux dire qu'on aurait pu trouver le moyen. Alors pour que mon propos soit mesuré et que mon ami Michel ne croit pas que j'en ai qu'après Fabien Roussel, j'en pourrais dire la même chose de Jadot. D'accord. Et c'est conclu. Mais lui, c'est plus compliqué parce que Europe Écologie Les Verts est un parti pro-européen. Et c'est plus compliqué que la seule question du nucléaire. Et même s'il a modéré son expression politique sur cette question-là, Mélenchon a un point de vue différent sur la question européenne. C'est ça. Ils sont fédéralistes, ce n'est pas le cas de Mélenchon. Mais même là, je ne parle pas des autres partis. Je me dis que rater le second tour à si peu, C'est dommage. c'est dommage parce que, mais ça, on va en parler tout à l'heure, j'imagine, j'ai beau faire le tour de toutes les ouvertures de la maison, de chacune des façades, je ne vois que des nuages gris, porteurs d'orages et de tempêtes. Voilà. Merci beaucoup. Tu vas reprendre la parole. Philippe, concernant tout cela, tu avais quelques petites remarques encore. Tu m'as dit qu'il y en avait. Tu en as deux ou trois, mais on Oui, souhaite mais t'écouter pour les quelques autres je petites. vais les donner. Oui. Mais par contre, j'ai une question à te poser, Bertrand, ça m'a fortement intéressé. J'ai suivi ton intervention avec Justin et Fred Reynaud. Et à un moment parlé, tu as parlé de la légitimité qu'il devrait y avoir entre le vote la distinction et les entre- actions. Est-ce que La légitimité entre eux. Alors, il va t'expliquer, voilà. parce Donc, que j'ai trouvé ça très Il y intéressant. a- Je me dis que voilà, tu le fous il y a, pour me faire comprendre. Sur un plan, on va dire, purement théorique, Oui, il y a deux oui. formes de légitimité. La légitimité d'élection. Ouais. D'accord. Et c'est vrai que dans le système démocratique, c'est l'onction, ce que j'aime employer cette expression, l'onction populaire, c'est l'élection. Donc l'élection, effectivement, confère à l'élu l'habilitation à agir. D'accord. Le droit d'agir. Oui. Mais quand on est dans les circonstances dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui, où effectivement on parle de crise démocratique, les élus, d'une certaine manière, devraient considérer et surtout
Donc, ça fait la 3e fois que nous sommes confrontés à cette circonstance politique. Hein. On doit choisir entre la peste et le choléra, comme on dit. Le fait que j'ai été élu dans ces circonstances-là, d'accord, c'était le cas de Macron en 2017, c'était le cas de M. Chirac en 2002, ne légitime pas leur action. Et comment il va les choisir, les actions? En fonction de quoi? L'idée est la suivante, c'est que puisque j'ai été élu dans des circonstances particulières, d'accord, je dois tenir compte de cette légitimité pour adapter mon action politique. C'est théorique, hein, ça. Comment il va choisir? Comment il va choisir, Ouais. c'est-à-dire Sur quel levier va-t-il actionner? Oui, quel levier? Alors, J'ai compris oui, parfaitement. bon, si je raisonne à partir du cas d'Emmanuel Macron, Voilà, ok. donc qui lui, je pense qu'il a intéressé beaucoup de personnes en 2017 par rapport à ce concept d'en même temps, d'accord, qui fait écho à ce qu'on appelle la théorie de la complexité. Et théorie qui entend articuler des choses qui sont pour le moins contradictoires. Sauf que, à l'usage au bout de 5 ans, il n'a pas fait du en même temps, il a fait une politique qui est foncièrement de droite. Il avait l'occasion, d'accord, d'adapter son action, de prendre en compte que des gens d'obédience, je dirais, diverses, lui ont donné mandat et donc faire une politique qui répond. Parce que de toute façon, aujourd'hui, on se rend compte que les Français trouvent qu'il y a du bon ici, il y a du bon de ce côté. Donc, adapter son action donc, dans ce sens. Donc, il y a la différence entre légitimité d'élection, puisque c'est l'élection qui confère, mais aussi pour que mon action soit légitimée, encore faudrait-il que je sois en capacité de l'adapter. Très bien. Alors, Philippe, tu as posé la question, mais moi, je souhaiterais t'entendre, notamment par rapport aux quelques remarques, mais à un moment donné, Gérard Larcher avait dit qu'Emmanuel Macron, en refusant les débats, créait un fâcheux malentendu quelque part en n'étant pas légitime, comme s'il était élu dans la mesure où il avait esquivé... Oui, le débat, tu parles avant le premier tour? Oui, avant le premier tour. Oui, mais bon, oui, c'est un argument effectivement qui pouvait être avancé, mais un argument facile, car je parle sous le contrôle des spécialistes. Il me semble que avant le premier tour, il n'y a jamais eu de débat. Non, à ma connaissance. À ma connaissance, nous sommes bien d'accord? Emmanuel Macron n'a pas innové en la matière. D'accord. Tout à fait, nous sommes d'accord, ok. Donc il est un petit peu original de sa déclaration, mais il a... Bon, c'était pour critiquer. C'était dans la tradition. D'accord. Alors, donc tu as fait quelques petites remarques, puisque tu es en retard de temps. Ah mais non, mais tu sais, je suis avare de parole, hein, Vas-y, j'écoute. vas-y, Mais bon, on va aborder le débat tout à l'heure. J'ai plusieurs, mais c'est à Bertrand que je vais poser des questions plus tard là sur un concept, le vote blanc et l'histoire un peu du vote blanc. Il y a de quoi dire, il y a de quoi voir les choses. Mais il veut que je dise que je. Non, mais si. Bon, alors. Moi, ce qui m'inquiète à la Martinique, c'est la perméabilité qu'il peut y avoir entre l'électorat Le Pen et l'électorat Mélenchon. Car Mélenchon, effectivement, c'est bien placé pour aller sur la chlordécone, vers effectivement les plus précaires, ceux qui ont des difficultés à vivre. Et Marine Le Pen, elle est sur les mêmes thèmes. Ok ? Et je me demande si au second tour, n'est-ce pas, on ne va pas voir beaucoup de ces gens-là qui ont voté ainsi chez Mélenchon aller, n'est-ce pas, du côté de Marine Le Pen. Je me pose la question. Plausible, hein. Oui, et l'analyse qu'a faite Jean-Émile Saint-Fort va dans ce sens et donnerait, n'est-ce pas, effectivement, Marine Le Pen vainqueur au deuxième tour. Vainqueur, hein, parce que je ne fasse pas. Il faut pas perméabilité, oui, tout à fait. Eh bien, c'est une excellente transition qui va nous permettre de passer au deuxième tour, prenant compte du vote blanc, nul, et puis pourquoi pas l'abstention. On peut analyser les trois aspects. Oui. Donc, je vais commencer par encore, quand tu as à dire à propos donc, de cette question qui a été posée par un téléspectateur. Je pense que le vote blanc aurait dû être pris en compte, mais il faut qu'il y ait une conséquence. Ça ne peut pas être simplement un décompte. Le décompte, il existe. Aujourd'hui, on sait combien de votes blancs, combien de votes nuls. Ce n'est pas une découverte. On sait par exemple que là, il y a eu 4001 votes blancs
et 3056 votes nuls, ce qui fait au total 2,31%. Bon, quand on a dit ça, on a dit beaucoup de choses, on n'a pas dit grand-chose. Si. À condition, le vote blanc a un intérêt. D'abord, ça suppose que c'est pour augmenter la participation, mais il faut qu'il y ait une sanction. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une règle qui dise qu'au-dessous d'un taux de participation ou à partir d'un volume de vote blanc égal à X%, l'élection n'est pas valide. Sinon, si c'est simplement pour histoire de glisser un papier dans l'urne, ça me paraît un peu juste. Ça veut dire que quelqu'un qui voterait blanc dirait l'offre politique qui m'est faite ne me satisfait pas. Est-ce que ton analyse est la même pour le vote nul? Est-ce que tu considères que... Le vote nul, c'est autre chose. Oui, c'est autre un bulletin chose. nul, c'est un bulletin sur lequel j'aurais mis des insanités, par exemple, ce qui est une possibilité. Mais moi, J'ai mis tous les bulletins. Moi, Je voudrais... Tu permets? Attendez, 2 secondes. Juridiquement, c'est Oui. Bertrand, parce que le concept de vote blanc, c'est un concept de juridique. Tout à fait. N'est-ce pas? C'est une histoire ancienne Exactement. qui date de la Révolution de 1852. Bien. Et il y a eu une évolution en matière de vote blanc. Depuis Alors, 2014, oui. la loi hypocrite de février 2014. Ok, oui. Parce qu'avant, on mettait ensemble vote blanc et vote nul. Absolument. Bon, alors, il y a eu des volontés de distinguer et ça donnait la fameuse loi de 2014 où on distingue obligatoirement les votes nuls des votes blancs. Ok. Ils sont décomptés. Ils sont décomptés, mais de façon distincte. Ok. Tout à fait. Donc, c'est un premier pas. Et quelle est la vers- philosophie de ça, d'après toi? On va y... Attends, Vas-y. c'est lui qui a... Moi, je suis tout à fait naïf dans ça. Je découvre ces nouvelles modeste. disciplines. Ouais, même- Tout à fait. Alors, si tu veux. Alors, je sais qu'à l'Assemblée nationale, il y a une proposition de loi qui existe pour effectivement donner donner une sanction, n'est-ce pas, Une traduction politique. au vote blanc. Et j'ai essayé de savoir, posons le problème clairement. Quel est le problème? Il faudrait compter les votes blancs dans les suffrages exprimés, pour faire bien comprendre aux gens qui veulent comprendre. Donc, alors, la difficulté, c'est que si tu mets ça dans les suffrages exprimés, pour les votes majoritaires absolus, ça complique la sauce. Oui. Hein? C'est difficile. J'ai vu que en Mongolie, ils ont un système très particulier où effectivement, ils incluent ce système du vote blanc comme étant un élément de sanction. Il faut avoir 50%. Et ils sont presque arrivés à ne pas pouvoir voter. Ils avaient pris 2 tours à ne pas pouvoir voter. Donc, ce que je veux lui poser une question. Oui. Pourquoi, n'est-ce pas, sur quel fondement on s'oppose à la reconnaissance du vote blanc, c'est-à-dire mettre le vote blanc dans les suffrages exprimés, étant entendu que le vote blanc, c'est non seulement l'enveloppe dans laquelle tu glisses un bulletin, mais c'est aussi l'enveloppe qui n'a pas de bulletin. Alors je voudrais lui poser la question, tout quels à sont fait. les arguments? Alors, et je souhaite compléter, parce que Philippe a posé la question. Enfin, il a dit, dans le cadre d'un suffrage majoritaire absolu, tu parlais de suffrage uninominal majoritaire. Oui, par exemple, Voilà. la présidentielle. Pour Voilà. Alors, l'obstacle vient du Voilà. terme suffrage exprimé. Ah, voilà. Exprimé. Voilà. D'accord. Le système, à l'observation, il est conçu pour que l'électeur se prononce pour l'un ou l'autre des candidats. Voilà. C'est l'objectif, c'est une obsession, j'ai envie de dire, du système. Donc, on ne prend en compte que les suffrages exprimés, autrement dit, ceux qui se sont exprimés pour l'un des candidats en lice. Alors, c'est là où ça pose la question de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire, On pourrait faire. donc, du vote blanc. Alors, on pourrait imaginer un système où on les intègre au suffrage exprimé, mais il y a autant de nuances de vote blanc
pourquoi la personne a opté. Alors, c'est déjà quelque chose que de voter, c'est la différence avec l'abstention. Ça pourrait résoudre en partie le problème de l'abstention. Ça pourrait résoudre le problème, parce que c'est déjà... Comme l'a dit Karl. Il faut distinguer le vote blanc de l'abstention. Et on a tendance à les confondre. Voilà. On a tendance à les confondre. C'est une erreur. Parce que la personne, alors, elle s'est exprimée au sens commun du terme, mais pas au sens juridique du terme. Nous sommes d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on pourrait... Moi, l'intérêt que je vois, s'il y a un intérêt au vote blanc, j'y vois déjà que c'est déjà une sorte de vote obligatoire. Exactement. Oui. Alors, réexplique, ça voudrait dire que si je vote blanc, je ne peux pas être sanctionné si jamais le vote est obligatoire. Raisonnons, parce que c'est toute la problématique de l'abstention. On ne peut pas penser, en tout cas, je parle juridiquement, hein, Oui, on t'écoute. ne peut pas penser l'abstention de manière autonome. On est obligé de penser l'abstention par rapport à une action qui est celle de voter. Et comme c'est un droit de vote, c'est le choix qu'on a fait dans les démocraties libérales de considérer avant tout que c'est un droit. Comme tout droit, je peux effectivement l'exercer, mais j'ai aussi le droit Bien sûr. de ne pas l'exercer. Tout à fait. À ce titre, le terme de devoir est problématique puisque le terme de devoir n'est pas vraiment un terme juridique. On emploie le terme de devoir dans certains cas pour donner un sens d'obligation, mais ça renvoie à une connotation morale. Les devoirs du mariage, ainsi de suite, des choses de ce type. Les devoirs conjugaux. Les devoirs conjugaux. Là, c'est un petit peu plus plaisant. Donc c'est un devoir civique, mais en aucun cas c'est une obligation juridique. Voter. Ok. Ce n'est pas une obligation juridique. Et le vice, j'ai envie de vous dire, il est là déjà, mais dans des démocraties dites libérales. Très bien. Michel voulait tout à l'heure réagir. Carl, tu vas parler juste après. Non, je voulais donner une anecdote. J'étais dans un bureau de vote à propos du vote nul. Il y a quelqu'un qui avait glissé dans une enveloppe un tract en disant « lisez la Bible ». Bon. Bon. Non, ce que je voulais dire sur le fond, c'est que personnellement, je ne suis pas totalement d'accord pour considérer le vote blanc. Parce que si on considère les dernières élections qui viennent de se passer, on a beau dire ce qu'on veut, en France, il y a eu 12 candidats, il y a eu toutes les nuances de l'offre politique. Oui, ça oui. Il y a eu toutes les nuances de l'offre politique. On peut opposer à ceux qui, effectivement, qui disent qu'on est sur le vote blanc, voilà. Je vote blanc parce que je ne suis pas satisfait de l'offre politique, non. Moi, je ne pense pas. Oui. Je pense que, de la même manière aux élections territoriales, nous avons eu combien 13 listes. Oui. Bon. Par conséquent, il y a un travail d'éducation. À mon avis, je considère ce débat comme un débat ésotérique. Carrément. Ésotérique. Wow. OK? Qui relève des sciences obscures. Bon. La véritable question... C'est presque le Québec. Oui, c'est ça que je voulais dire. La véritable question, c'est est-ce que la politique s'intéresse aux gens, à leurs problèmes? Et est-ce que les moyens d'expression, les médias, on a parlé tout à l'heure des sondages, mais c'est des sondages, c'est ce qu'on appelle en économie des prévisions autoréalisatrices. C'est-à-dire que c'est à la fois un sondage, mais ceux qui font ça, ils espèrent que ce sera cela le résultat. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils décident à la place de l'électeur qui sont les candidats intéressants, les candidats. Alors, le véritable problème... Alors, je peux mettre un bémol à ce que tu dis, parce que Pécresse, elle émargeait assez haut au début des sondages. Oui, bien sûr, bien sûr. Elle est mais tombée. elle a eu des problèmes internes à son propre parti. Et d'ailleurs, la proposition de La Rocher d'un débat avec Macron, c'était un peu pour lui donner un peu de visibilité politique. Hein. C'est pas autre chose. Hein. Bon, par conséquent... Non, je termine mon propos, mais peut-être que je me trompe. Le véritable problème, c'est que il faut d'abord que les partis politiques fassent des propositions claires, en montrant bien, et là nous allons aborder une discussion, c'est le brouillard, c'est qu'il y a un parti qui se présente comme étant, qui est fondamentalement ultralibéral, et qui a trouvé le moyen de masquer ses propositions en propositions de gauche. C'est ça le problème. Bon. Et est-ce qu'en face,
il y aura un décryptage, un décapage pour montrer foncièrement la nature exacte de l'idéologie de ce parti, parce que c'est ça l'enjeu. Bon, est-ce qu'on est en face de propositions? J'aligne, je suis pour la diminution de la TVA, je suis pour la retraite à 60 ans. L'octroi de mer. Je vais supprimer l'octroi de mer. je vais supprimer l'octroi de mer dans les DOM. Mais en même temps, je dis que je suis pour la préférence nationale. Laquelle? La préférence nationale martiniquaise ou la préférence nationale française? Très bien. OK? Bon. D'accord. Alors, juste un mot, et puis Carl, Alors, ensuite, je voulais juste qu'on revienne un petit peu sur l'idée donc, de la crise démocratique. C'est vrai que les propos sont emphatiques. Est-ce que donc c'est une véritable crise démocratique ou peut-être qu'il y a quelque chose donc, qui est en train donc, d'émerger? Parce que je constate que de toute façon, on n'a pas le choix. On est obligé, j'ai envie de dire, d'adjectiver la démocratie. Celle qui est en crise, c'est la démocratie représentative. Est-ce que c'est la démocratie représentative ou la démocratie? Parce que on n'a jamais vu, à ma connaissance, autant de gens dans les rues, des gens qui... Le concept de démocratie participative, donc la contestation, l'implication pour les causes environnementales, les gens s'impliquent et c'est de la démocratie. Donc c'est la démocratie représentative. Et surtout, il faut qu'on se dise, même si c'est regrettable, mais il faut qu'on admette l'idée que le vote n'épuise pas la citoyenneté. Exactement. D'accord. Le vote n'épuise pas la citoyenneté. Alors Bertrand, pour éclairer les téléspectateurs, tu parles de fatigue de la démocratie représentative. Fatigue démocratique. Il y a la démocratie participative. Représentative. C'est elle qui est en crise. Voilà, la démocratie participative. Quel autre type de démocratie existe-t-il? Peut-on parler de démocratie directe? Voilà. Originellement, on distingue la démocratie représentative de la démocratie directe. Mais comment organiser cette démocratie directe? Avec les nouveaux moyens de communication, les numériques, etc. On peut déjà utiliser les deux techniques, enfin une des techniques que nous connaissons, que veut d'ailleurs utiliser Mme Le Pen, qui est le référendum. Mais qui a aussi ses travers, on le voit bien en Suisse, on le voit bien aux États-Unis, qui a aussi aucun instrument n'est parfait. Les votations suisses sont fréquentes. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une votation suisse d'un canton. Mais ça permet à toutes les minorités de s'exprimer et ça brouille les messages. Sûr, et c'est dans le prolongement de ce que je disais tout à l'heure, la légitimité d'action, il faut que de plus en plus qu'on introduise des procédures. Alors, je suis pas un adepte de la démocratie participative parce qu'on voit qu'elle est quelque part déceptive. Parfois, ce sont les personnes qui sont issues de partis qui se mettent du côté de la démocratie participative et qui captent aussi, qui captent l'attention en quelque sorte. Donc, je suis favorable plutôt à ce qu'on appelle la démocratie délibérative. D'accord ? Ou l'exemple type, mais c'est dommage qu'il n'ait pas utilisé, enfin, il ne soit pas allé jusqu'au bout de son idée, c'est ce qu'Emmanuel Macron a expérimenté à travers la Convention citoyenne sur le climat, où on réunit des gens à qui on fait appel à des gens qui posent le problème, parce qu'il faut qu'on prenne le temps de bien poser les problèmes, les enjeux. Et à partir de là, les gens émettent des propositions qui seront traduites sous forme de loi. Très bien. Alors, on a un petit peu ça au CESEM par rapport aux propositions qui sont faites par rapport à la CTM. Carl, vas-y. Alors, il y a un autre aspect. Je retiens ce que Bertrand vient de dire. Mais enfin, je me suis amusé à calculer ce qu'on représente le score de Mélenchon et de Macron par rapport aux esprits. Macron, c'est 6,5%. Et Mélenchon, c'est 21,41%. Il ne faut pas nier ou sous-estimer l'effet représentation. Reprends. Macron, c'est combien? Macron, par rapport aux 304 822 électeurs. Oui, en Martinique, oui. En Martinique, il a 6,5% de ceux qui ont voté pour lui. C'est-à-dire, peanuts, que dalle. Pas grand-chose. Mélenchon, c'est 21,41%. Il ne faut pas sous-estimer le poids des représentations.
on a des faits politiques, électoraux, des résultats, mais il y a l'idée qu'on en tire. Et rien ne serait plus désastreux, je pense, pour les partisans de la démocratie représentative avec le mode de scrutin organisé comme il est organisé, que de voir que des gens exercent les plus hautes fonctions, mais peu importe le niveau, président de la République, président de collectivité, etc., avec des scores infinitésimaux. Ça minerait, du coup, ça minerait le système électoral, pas la démocratie, le système électoral. Parce qu'il faut bien C'est pas la même chose. distinction-là. Ça minerait le système. Le problème, c'est que jusqu'à quand ce système-là peut-il tenir? Ah, Très bien. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément. Je rebondis sur ce que Bertrand dit tout à l'heure, en parlant de Chirac. Quand Chirac a été élu face à Le Pen, il avait dit quand même, bon, Chirac n'est pas un parangon de vertu, mes enfants, paix à son âme. Il avait dit qu'il considérait qu'il devait tenir compte de ce que des gens qui lui étaient très éloignés sur le plan politique, Tout à fait. eh ben, avaient voté pour lui. Et qu'il se trouvait engagé. Je ne dis pas qu'il a respecté à 100% cet engagement. Mais néanmoins, je dois, parce que ça m'avait surpris, et agréablement surpris, je ne peux pas ne pas me souvenir de l'attitude qu'il a eue concernant l'Irak. Oui. Et de cet excellent discours Oui. qu'a tenu Dominique de Villepin. Dominique de Villepin Paix à l'ONU. à l'ONU. Ah, Vraiment, qu'on aurait aimé entendre ça maintenant. c'est un monument. Oui, oui, oui. Un monument. Mais- Au moins sur ça. On peut observer qu'il est toujours dans ce même registre. Tous ces discours que l'on voit, ces interventions C'est vrai, sur le c'est plateau vrai, c'est télé, vrai. il est toujours dans le même registre. Hein. Les quelques fois, C'est on l'a vrai. vu apparaître. Qui donc? Dominique Villepin. Dominique Villepin. D'accord, il est toujours dans le même registre. Et il y en a une aussi qui a adopté ce système, il était surpris d'elle, c'est Ségolène Royal. Ah oui, tout à fait. Alors, on laisse Carl finir. J'ai une dernière question sur les élections. Et donc, ça me paraît, en tout cas, c'est pas tout à fait pareil que Macron qui nous a dit en même temps et puis qui a. Bon, quant à la Convention citoyenne sur le climat, j'ai suivi ça avec beaucoup d'attention pour les mêmes raisons que toi. Mais alors, on dit que l'histoire se reproduit toujours deux fois. La première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce. Comédie. De Marx, paraît-il. Marx aurait dit ça. Bon, peu importe. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? D'une convention sur le climat dont les propositions devaient arriver à aboutir, l'Assemblée oui, tout à nationale fait. sans filtre. Je reprends les mots du Tout à président de la fait, oui, République. exactement. On a vu, la montagne n'a même pas accouché d'une souris, d'une fourmi, pas plus. Bon, donc, pour moi, il y a un problème de représentativité. Alors, clairement, je pense que ce système-là, la prise en compte du vote blanc devrait amener à une réflexion sur comment l'intégrer et à partir de quand ce vote blanc, eh bien, il invalide finalement l'élection. Alors, je veux bien que l'offre politique, elle soit là, mais enfin, j'ai dit tout à l'heure que M. Lassalle, le candidat Jean Lassalle, a multiplié ses voix de 34%. Il a augmenté ses voix de 34%. Pourquoi les autres n'ont pas fait pareil? Et qu'est-ce qui représente Jean Lassalle ici? Juvenal Rémire? Alors, par contre, Philippe, pour clore le chapitre, pour clore définitivement le chapitre, si je peux, sur les élections, j'aurais quand même voulu, parce que vous avez un petit peu abordé l'abstention, mais j'aurais quand même voulu vous entendre dessus par rapport aux différents pays, puisque j'ai fait quelques petites recherches, hein, je ne vais pas égrener tout, mais il faut savoir que en Belgique, 60 €, 30 à 60 € d'amende, au Luxembourg, en Grèce, au Danemark, au Liechtenstein, en Pays qui Chypre. pratique le vote obligatoire. Voilà, Turquie, Mexique, Équateur, le vote est obligatoire avec sanctions financières. Que penses-tu, et je vais donner la parole après aux autres, que penses-tu de l'obligation du vote et... Avant, juste une remarque Oui. sur la crise de la démocratie représentative
j'écoute avec beaucoup d'intérêt. Mais je pense qu'il y a une crise de la démocratie. La démocratie, c'est quoi? C'est l'expression du peuple. OK? Or, regardez ce qui se passe avec les réseaux sociaux. L'expression ne cesse, n'est-ce pas, d'augmenter, d'amplifier. OK? Les gens s'expriment, n'est-ce pas? Et ils sont suivis. Et ça devient une véritable profession. Et en même temps, dans ces réseaux sociaux, tu as les critiques acerbes, n'est-ce pas, contre les hommes politiques, on fait monter des scandales. Alors il y a une sorte de, je sais pas, j'ai pas encore les idées claires, de magma, de révolution qui est en train de se produire, plus l'influence du pouvoir judiciaire qui intervient à des moments politiques importants. Bon, je voulais simplement poser ces remarques. Non, mais moi je suis juriste pur. Obliger les gens à voter, je ne peux pas admettre. Je suis juriste. Non, je suis juriste. C'est là très bien défini. Donc, alors, sur les pays, parce qu'effectivement, oui, ça pourrait être une solution. Mais non, je ne suis pas d'accord. À la fois, je crois que je serais contraire à l'idée de la démocratie. Totalement. C'est ce qui est contraire à la démocratie. Ce n'est pas faire confiance à la démocratie que d'instituer le vote obligatoire. Mais si on regarde bien les pays qui le pratiquent, et je prends l'exemple de la Belgique parce que son exemple est assez intéressant. C'est vrai qu'en moyenne, on a droit à 90% de participation. Mais sauf qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en Belgique aujourd'hui, où les gens remettent en question, à la fois les citoyens et aussi la classe politique, remettent en question donc le principe du vote obligatoire. Au point que ça se traduit par, ça a une conséquence sur le plan judiciaire, les procureurs ne poursuivent plus bien sûr, les gens qui n'ont pas exercé leur droit de... Leur obligation, parce que c'est une obligation. Les procureurs ne les poursuivent plus. Donc, est-ce que c'est une solution? Donc, s'il n'y a pas de sanction, voilà. S'il n'y a pas de sanction, mais à quoi ça sert? D'accord. Non, mais moi, je crois qu'on ne passe. Enfin, c'est un vieux principe que j'ai appris à l'Union des étudiants communistes. L'action politique ne s'arrête pas au vote. Bon, c'est ce que je disais, voter, et puis pas la... Je crois même que nous avons été pendant longtemps une force politique qui a critiqué cette conception de la démocratie bourgeoise. Oui. Bon. C'est-à-dire qu'on limitait, notamment en Martinique, les maires se limitaient à l'élection, et puis c'était terminé. Bon. Or, qu'est-ce que nous disions? L'action politique continue. Je vais prendre un exemple. Oui. Je vais prendre un exemple. Les salaires. C'est important de poser la question des salaires, la compatibilité des salaires à l'augmentation des salaires. Je viens de voir une note des économistes atterrés qui explique, justement avec la montée actuelle de l'inflation, que l'augmentation des salaires ne va pas nuire à l'économie, au contraire. OK? Bon. Eh bien, le dogme sur lequel est assis l'Union européenne, et sur lequel le pacte de stabilité. et qu'on a appliqué, je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, Sarkozy, Hollande, Macron, c'est de diminuer le coût du travail. C'est le coût du travail qui empêche l'emploi. OK? Bon. Eh bien, il est certain qu'on a entendu, sous la pression des manifestations, comme tu dis, les manifestations n'ont pas cessé, aussi bien en Martinique qu'en France, sur ces questions-là. Bon, Tesla, etc. Il y a eu une manifestation des retraités. Bon, en pleine campagne électorale, on n'en a pas beaucoup parlé. Hein, bon. Eh bien, le problème, c'est que, je peux te dire, que malgré le score un peu décevant de mon candidat, dès le 24 avril, nous rappellerons aux candidats leurs promesses concernant le pouvoir d'achat. Hein. Oui. Par conséquent, quel que soit celui, celui ou celle qui sera élu. Oui, parce que c'est une thématique aujourd'hui. Parce que tout simplement, et je reviens à des fondamentaux, la lutte des classes continue. Alors, son expression politique peut ne pas avoir la majorité. Elle peut s'exprimer vis-à-vis de gens avec lesquels on est en désaccord. Bon, il se trouve que le programme de Mélenchon est à 90% le programme du Parti communiste français de 2017.
qu'il a capté d'ailleurs. Qu'il a capté. D'accord. Ok. Bon. Bien. Ils étaient ensemble, me semble-t-il. Ils étaient ensemble. Bon. ensemble, oui, tout à fait. Mais après ce qui s'est passé, c'est son comportement. Je ne vais pas en dire plus. Oui. Son comportement qui a consisté à vouloir écraser, se servir du Parti communiste, des militants communistes, comme des porteurs d'eau. Et les camarades n'ont pas l'expression. De porteur d'eau. L'expression qui s'est produite, c'est les camarades n'ont pas voulu être méprisés et rejetés. D'accord. C'est ça qui s'est passé. Bon. Et si on veut aller vers l'unité de la gauche, il faut arrêter, aussi bien à l'égard du PS que des Jadot, il faut que Mélenchon aussi tire des leçons, parce que la gauche à 30%, c'est tout le monde qui est responsable. Oui. Et donc ce serait quelque part une querelle des égaux ou alors... Mais ça, mais c'est exactement ça. Et il a même dit que c'était les communistes qui étaient responsables du fait qu'ils n'étaient pas au deuxième tour en 2007. Mais c'est ce qu'il est en train de dire maintenant aussi. Oui, Bon. Oui, je Vas-y, voulais juste dis un dernier mot, et puis ajouter on va un changer de dernier thème. pas dans le prolongement. C'est Oui. d'autant plus paradoxal que, bon, on dit que aujourd'hui que la France serait à droite. Mais quand on regarde certains sondages, on voit que les revendications des gens sont des revendications de gauche. Tout à fait. Ça demeure des revendications de gauche. Donc il faudrait que la représentation de gauche soit à la hauteur de cette aspiration, donc de la population qui souhaite encore, qui revendique. La France est très attachée à l'égalité. Tout à fait. Au point que ça devient de l'égalitarisme parfois. D'accord ? C'est une aspiration profonde des Français. Donc je pense que la gauche doit faire sa mue, sa révolution, pour être à la hauteur donc, de cette demande sociale. Je ne sais pas quel homme politique disait entre la liberté et l'égalité, les Français choisiraient l'égalité. Effectivement, je me rappelle Oui, plus. tout à fait, oui. Mais il faut aussi, je dirais un petit mot quand même, il faut aussi qu'il y ait la fraternité. Carole, un dernier mot et puis on change de thème. Juste deux Oui. mots. Bon. Ce n'est pas moi qui ai inventé cette phrase. Hein. Oui. La démocratie est le pire des systèmes, à Oui. l'exception de tous les autres. Oui. C'est Churchill. Tout à fait. Et deuxièmement, alors j'entends bien ce que mon excellent ami Michel dit. J'ai là quelque chose qui est rédigé par Réveil communiste. Des gens du PCF. Hein. Oui, des Qui n'ont anciens pas- du PCF. Non, c'est pas des anciens. Ils sont aux membres du PCF. Alors, petit verbatim. Bon, C'est Gilles chaud, Castillo, je te donne son nom. Ils n'ont pas tout à fait la même proposition. Le PCF n'est pas un parti monolithique. Il y a certainement une majorité qui s'accumule au Congrès. Mais il y en a qui ne partagent pas l'avis. Et l'article que j'ai là est intitulé « La question qui fâche, comment battre Macron ?» C'est pas marqué comment battre Marine Le Pen, c'est marqué comment battre Macron. Donc, les partis ne sont pas des blocs monolithiques avec des petits soldats qui obéissent au droit et à l'œil à quelqu'un qui a une baguette et qui commande. Un oukase. Personne, ça n'existe pas. Ni ici, ni ailleurs. Très bien. Alors, troisième thème, s'il vous plaît, les finances des partis après l'élection. Et pour vous permettre de rentrer dans le thème, j'ai regardé la richesse des partis avant et après les élections présidentielles de 2017. Je me suis amusé à cela. Alors, la République En Marche n'avait rien avant l'élection de 2017. Ils se sont retrouvés à la tête de pactole de 20 millions d'euros. Les Républicains avaient 19 millions avant 2017 par année, et les Républicains sont tombés à 13 millions. Le PS, 25 millions, il est tombé à 7 millions. Le Front National, 5 millions, il est tombé à 4 millions. Le MoDem, 1 million, il est remonté à 3 millions, puisqu'il était associé à la République En Marche. Les Insoumis n'avaient rien du tout, et après les élections présidentielles, ils sont montés à 3 millions. Donc, effectivement, l'expression démocratique, oui. Je ne crois pas que ce soit que les élections présidentielles. Hein. Il y a les élections Alors législatives. justement, il y a les présidentielles, et puis certainement dans la foulée législative, puisque ce sont les c'est celle-là qui- suffrages législatifs qui permettent Tout à fait, tout parce à que fait ramener de pas- l'argent. c'est pas il tout à faut fait faire pas- la distinction. Tout à fait. Alors, faire la Carole, distinction. comme tu as commencé. Non, bon, écoute, la règle est simple. Hein. Quand tu n'as pas 5%, tu payes de ta poche, point. Donc, Madame Pécresse, qui a 10 millions de patrimoine, vous appuyer dessus.
Les écologistes ont dit que si chacun de leurs électeurs leur donne 3 euros, ils payent leur vote de campagne. Je n'ai pas vu encore le montant concernant Fabien Roussel. Ils ont reçu déjà de l'argent, hein, mais ce sont que des chèques de 0 euros. Oui, donc donc c'est comme ça. Donc bon, c'est vrai qu'il y a des mouvements politiques qui vont devoir se serrer la ceinture et trouver le moyen de financer les dépenses de campagne qui ne seront pas remboursées par l'État. Et ça coûte cher. Philippe, je voulais entendre ta réaction par rapport à Mme Pécresse, qui finalement est un parti plutôt libéral, qui demande l'auto-entrepreneuriat, pas d'aide gratuitement, etc., et qui se retrouve dans l'obligation de demander l'aide de ses... Elle reçoit des chèques de 0 euros. Mais je voudrais te poser encore une question. Le publiciste, c'est le juriste. J'ai essayé de comprendre le remboursement, effectivement, des frais de campagne. Okay. Il y a le premier tour, tu as le second tour. Voilà. Okay. Et lorsque tu n'atteins pas 5%, alors pour le premier tour, c'est 4,15 du voilà, 75. 4,75 du plafond. Du plafond. Du premier tour qui est de 16,8 millions. Voilà. Et le deuxième tour, c'est 47,5% du plafond. Voilà. Ouais. Alors, en fait, le principe de 5%... Excuse-moi, non, pas de souci. Parce que moi, je suis un modeste privatiste, voilà. Je ne suis pas formé à tout ça. Alors, c'est le cas pour 8 partis, voilà. Pratiquement 8 partis, 8 candidats sur les 12, voilà, qui seront donc en but à cette difficulté. Alors, le principe est le suivant. Quand on n'a pas obtenu 5%, on n'a pas droit à un remboursement, mais intégral. C'est ça. Voilà. Dépenses de campagne. Le remboursement est partiel quand même. Donc, à défaut, donc c'est là où entre en ligne de compte cette histoire de plafond. Ceux qui ont dépensé, donc effectivement, qui n'ont pas atteint les 5%, auront droit à 800 000 euros. Puisque c'est 4,75% du plafond. Donc, du plafond légal. Voilà, ce qui fait à peu près 800 000 euros. Et ils ont déjà, tous les candidats ont déjà reçu une avance de 200 000 euros. Alors quand tu me dis 4,5% du plafond, le plafond est fixé à 16 millions. 16 millions pour le premier tour et le deuxième tour, je sais, c'est 22 millions, quelque chose. Oui, d'accord. Oui, donc c'est 4,75%. Voilà. 800 000 euros. Donc tout le monde, donc ils auront droit à 800 000 euros. Mais ils n'auront pas droit au remboursement. C'est l'intérêt de faire plus 5%, d'être assuré, d'être remboursé intégralement de l'ensemble des dépenses. Monsieur Lassalle, en 2017, il a fait une campagne à hauteur de 300 000 euros. Donc il a gagné. Il a fait une campagne à hauteur de 300 000 euros. Donc c'est quelqu'un qui va certainement rentrer. Il n'a pas fait 5%, mais il a donc l'argent qui va percevoir les 800 000 euros, enfin en fonction de ce que... D'accord ? Il n'aura pas donc de problème. Ce sont ceux qui ont engagé énormément de dépenses qui risquent de se retrouver effectivement en difficulté financière. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, il y a un ancien président qui est poursuivi pour cette histoire-là. Vas-y, Philippe. Non, mais l'autre question. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à piger pour Valérie Pécresse. Okay, elle doit personnellement, mais si elle était bien avec son parti, le parti... Alors, c'est là où c'est problématique. C'est ce que je il faut de toute façon... Voilà. Donc, c'est une tradition. Hein, elle n'est pas... Oui, d'accord, nous sommes d'accord. L'originalité de sa part, ce sont généralement les candidats qui s'engagent. D'accord, oui, parce que c'est une personne physique. Okay. Alors, les partis, les seules personnes morales qui peuvent aider, ce sont les partis politiques. Et c'est le compte de campagne du candidat. Mais les partis sont eux-mêmes, puisque le financement des partis politiques est assuré. Donc ça, c'est la question du remboursement des frais de campagne. Mais le financement des partis, l'élection maire, ce sont les élections législatives. Oui. D'accord ? Donc, qui permettent effectivement, en fonction du nombre de voix qu'on en a recueillies dans 50 circonscriptions et surtout, donc, dans un deuxième temps, en fonction du nombre de parlementaires, on a droit à un financement pendant les 5 ans, le temps de la législature. Donc, rien n'est perdu pour Mme Pécresse. Rien n'est perdu. Il va falloir qu'elle rembourse les frais de campagne. Mais si jamais les Républicains ont des députés dans les différentes circonscriptions. Non, mais ceci doit être réglé à la fin du mois de mai. Oui, d'accord. La primeur, il n'attend pas. Hein. Ceci doit être bouclé à la fin du mois de mai. D'accord.
Donc c'est autre chose pour les élections législatives qui auront lieu en juin. D'accord, très bien. D'accord. C'est là où, donc, effectivement. Mais ça pose un problème, de toute façon, cette question du financement. Là encore, Emmanuel Macron avait une idée de créer une banque de la démocratie. Sauf que là encore, il n'est pas allé au bout de son projet. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie tout cela. On doit avoir comme point de référence l'article 4 de la Constitution, qui... Les partis ont une existence constitutionnelle qui dit que les partis concourent à l'expression des suffrages ou encore permet l'égal accès des femmes et des hommes à des fonctions électives, ainsi de suite. Donc les partis ont une existence constitutionnelle, donc jouent un rôle essentiel dans la démocratie. Donc la question du financement des partis politiques est une question majeure. Donc il va bien falloir qu'on trouve une solution pour qu'on ne soit pas effectivement confronté à ce type de situation. D'accord. Michel, tu voulais peut-être ajouter quelque chose sur le thème? C'est évident que... Alors, il est certain que chaque parti a ses règles de fonctionnement. Bon. Je ne connais pas les règles de fonctionnement des Républicains. Bon. Mais je sais que... normalement, je sais qu'au Parti communiste français, le financement est assuré aussi par les indemnités des élus aux différents étages. Tout à fait. Je crois que c'est assez classique, ça. Il me semble que l'ensemble des partis pratiquent... C'est au moins la moitié, au moins la moitié des indemnités. Exact. Hein? Au moins la moitié des indemnités, et quelquefois ça va plus loin. Bon, par conséquent, je pense... cela dit, il est certain que pour assurer Karl, les camarades vont être obligés de mettre la main à la poche, hein, pour payer leurs frais de campagne. Je ne sais pas quel est le montant de la campagne de Roussel, mais bon, il est certain qu'il a fait une campagne relativement modeste, bon, mais il a quand même, il y a le minimum, il y a le matériel, les vidéos, etc. Quelques grands meetings. Et tout ça coûte cher. Oui, tout ça, quelques grands meetings, bon. Mais il y a eu beaucoup de participation en matière de vidéo de manière spontanée de la part des militants. C'était quand même de ce point de vue-là, ça a fait du bien au Parti communiste et ça a donné de l'air frais. Et c'était important, si je peux me permettre de le dire, les camarades s'étaient rendus compte qu'en ne te présentant pas aux élections présidentielles, ils disparaissaient du paysage médiatique. C'est-à-dire que quand il y avait un événement, eh bien, on interrogeait Mélenchon. Parce qu'on considérait que le Parti communiste français était représenté par Mélenchon. Oui, tout à fait. Une dernière phrase et puis on passe à l'autre. Ça me fait penser à une phrase d'un sociologue qui s'appelle Max Weber qui a dit une belle phrase, il dit que jadis les hommes vivaient pour la politique et aujourd'hui ils vivent de la politique. Alors, pas seulement les hommes politiques, parce que les frais générés par les campagnes électorales, ce sont tous ces professionnels, les communicants politiques, ainsi de suite, toutes ces personnes qui gravitent autour de l'activité politique, qui vivent aujourd'hui aussi de la politique. Et c'est ça qui génère effectivement les dépenses, donc, des dépenses énormes aujourd'hui lors d'une campagne électorale. Bon, alors, avant-dernier thème, l'élection présidentielle, vaut-il mieux un seul tour? J'offre à votre sagacité la question qui m'a été proposée par Manuela. Un seul tour, du point de vue institutionnel, qui est-ce qui veut commencer à parler? Parce que dans la pensée, en fait, de la Ve République, alors je vais bien évidemment ne rien vous apprendre, la Ve République, on choisit son candidat au premier tour et puis on élimine celui qu'on veut pour le deuxième tour. Bon, c'est un petit peu ça la philosophie. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition-là? Alors, ce n'est pas une question nouvelle. Elle est très ancienne, mais ce qu'on peut observer, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de pays où on pratique une élection donc présidentielle à un seul tour. Alors, l'élection, encore, pratiquement à l'exclusion donc des États-Unis, mais vous savez bien que l'élection donc c'est le résultat d'un long processus. L'élection qui a lieu au mois de novembre n'est que le point d'orgue d'un processus qui a commencé donc, depuis janvier. Et puis la Corée du Nord aussi. Ce qu'on appelle les caucus. Voilà, oui, exactement, tout à fait. Je ne sais pas s'il faut un seul tour parce que personne ne peut dire véritablement, parce qu'il n'y a pas suffisamment donc, de pays qui le pratiquent pour qu'on ait du recul et faire une analyse disant que ce système est plus avantageux que notre. Donc je suis assez réservé sur cette idée. D'accord, Karl. Ce serait
plus brutal que le scrutin actuel, Oui. dont on a parlé des inconvénients. Alors il y a des pays qui font ça, l'Islande par exemple, Oui, l'Islande, oui, tout à fait. qui fait ça, mais il faut bien comprendre aussi que tout dépend quel est le rôle du président de la République. Tout à fait. On est d'accord. Exactement. Si c'est pour inaugurer les chrysanthèmes. Alors celui de l'Islande, il a un Parce rôle qu'on est dans le régime protocolaire. parlementaire Et classique. oui, on a un régime parlementaire classique. Est-ce qu'on va élire Elisabeth II? Non. Non. Ça pose pas de problème. Bien. Mais ce n'est pas le cas en France, où on a un régime qui s'est encore plus présidentialisé avec le quinquennat. Jupiter, Avec le président ouais. vertical. Mais fondamentalement, la dernière mesure, le quinquennat, la réduction a contribué A contribué. présider ça. Alors c'est un autre élément. Tu as raison de souligner ça. Non seulement le quinquennat a contribué, mais le fait de mettre le vote législatif après C'est ça aussi. l'élection, c'était... Enfin, La cerise sur la gâteau. quand ça a été proposé par Jospin, j'étais stupéfait que ça y soit et que ça puisse être accepté. Je me suis C'est dit... le Parti socialiste qui lui propose Oui, aussi. Hein. je me suis dit, mais ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de monter une machine de guerre Ils sont retrouvés contre eux. qui, s'ils ne la contrôlent plus, et c'est le cas, ça va les ratiboiser. Je veux dire que lorsque... Et c'est un enseignement qu'ils font tirer. Lorsqu'on décide, on touche à des institutions, il ne faut pas les faire pour soi, pour son parti, même si à un moment donné, au moment où on le fait, on est majoritaire, on est fort. Les règlements intérieurs des associations, les statuts des associations, c'est fait pour quoi? C'est fait pour régler les dysfonctionnements, les désordres, les désaccords. Quand il y a un règlement intérieur qui est bien fait, au départ, imaginez que nous fassions une association, on est tous contents, tout va très bien. Bon, on fait quelque chose, et puis des autres pétés. Alors chacun va regarder On dans se le... le fait, hein. Va se référer. Parce que Si, c'est la- mal- c'est la loi si on des- n'a rien prévu, eh bien on est emmerdé. Alors, c'est le rapport entre ce que tu viens de dire là et puis les législatives après les présidentielles. Ben écoute, quand tu as des législatives, Quand elles étaient avant les présidentielles. non, elles étaient, parce qu'en fait, il y avait une des présidentielles sur 7 ans, Voilà, et puis tout à il y fait. avait Il y avait un des décalage. législatives. Il y avait un Donc, décalage. Il y a un décalage de 2 ans. c'est comme ça qu'il y a eu... Des cohabitations. Enfin, pas toutes, mais c'est comme ça qu'il y a eu des cohabitations. Il y a eu Jospin, à un moment il y a eu Et Chirac. Chirac. Bon, effectivement. Des baladieux aussi. Ça a donné une sorte Mais d'élection à mi-mandat, un peu comme Oui, aux oui, oui, États-Unis. oui, Voilà. Bon. Là, alors il y a 2 cas de figure. C'est intéressant sur le plan de la réflexion un peu constitutionnelle. Si l'actuel président de la République est élu, on peut penser qu'il aura une majorité parlementaire. Pourquoi? On peut le penser parce que d'abord, il est là depuis 5 ans et qu'il a un mouvement qui est un peu partout. Il a des députés sortants. Hein, il a des députés sortants qui vont se représenter, puis peut-être d'autres. Et puis bon, ce n'est pas faire insulte à qui que ce soit si quelqu'un se sent visé. Et je leur prie de m'excuser humblement. Il y a des gens qui vont à la soupe. Enfin, je n'insulte personne en disant ça. Je ne vais pas donner de nom, c'est Il pas y la a peine. des gens qui apportent de l'eau à la victoire. Bon, qui volent. Ce sont les combattants de la 25e heure. Tu connais? La 25e. Alors, vas-y. Donc, Mais par contre, dans le cas inverse, si c'était Mélenchon ou si c'est Marine Le Pen, il y a quelqu'un qui pense que c'est beaucoup plus compliqué. et l'un et l'autre vont avoir une majorité Majorité. parlementaire Non. assurée. Pour avoir une majorité parlementaire assurée, il faut être bien plus haut que 60%. Et c'est peu vraisemblable. Donc, je ne vois pas comment cette majorité parlementaire, dans le cas où Macron n'est pas élu, ne sera pas morcelée. Ça va rebattre les cartes, c'est très intéressant. Je suis, Oui. d'un point de vue intellectuel, Je pense que ça va être très intéressant. je suis très intéressé à imaginer ce que ça peut être. Bon, ça ne veut pas dire que je le souhaite, ça veut dire Il y a que deux mon hypothèses, imagination est fertile, n'est-ce pas Michel? Tout à fait. Alors, Non, Michel, tu veux réagir, je te vois. Non, mais
Ça va être très intéressant. Non, mais Ce troisième tour. dans le cas de ce qui m'intéresse, c'est la gauche. La gauche, la seule solution pour la gauche, c'est de s'asseoir autour d'une table et de passer des accords. Et d'éviter que les uns essaient d'écraser les autres. Parce que... Ne pas aller en rediscuter, quoi. Pour exister. Pour exister. Pour exister. Par conséquent, il est certain que l'intérêt de Mélenchon, c'est d'accroître son groupe parlementaire. Il est certain que le PC, c'est au moins maintenir son groupe parlementaire, et le PS aussi. Par conséquent, il y a la nécessité. J'ai entendu, comment ça s'appelle, Quaternens, quoi. Quaternens a dit qu'il était... Le lieutenant de... Alors, tous les lieutenants ne sont pas sur le même longueur d'onde. Oui, mais il a dit qu'il n'est pas... bonne... Il n'est pas opposé à ce qu'il y ait une discussion honnête entre les différentes formations. Bon, je crois que c'est ça parce qu'effectivement... Conformer un seul groupe parlementaire, donc. Non, peut-être pas nécessairement. Ah, d'accord. Pour faire un accord. D'accord pour les élections. D'abord, déjà, premier élément de l'accord. Ne pas présenter de candidats pour ceux qui sont députés sortants. Ce serait déjà un premier acte. Bon. Par contre, les dernières élections, le PS a fait ça au PC. Hein. Bon. Et puis deuxièmement, parce que Karl va intervenir. Bon. Et puis deuxièmement, se mettre d'accord sur les circonscriptions gagnables. Il y a les circonscriptions gagnables. Bon, alors bien sûr, on va avancer les chiffres des élections présidentielles, mais à mon avis, ce n'est pas nécessairement transposable. D'accord. Mais tout le problème, il est là. Oui. Moi, j'aurais mis ça en premier. Oui. Qui dit discussion dit rapport de force. Moi, je ne vois pas comment c'est autrement. Il ne faut pas raconter des histoires non plus. Hein. Rapport de force. Et le dernier rapport de force, issu du scrutin des présidentielles du premier tour, il est ce qu'il est. Je peux comprendre que tel mouvement politique souhaite maintenir son groupe parlementaire. Je comprends, c'est parfaitement légitime. Mais je peux comprendre qu'un autre groupement politique qui a fait une campagne avec un nombre de voix plus important dit, écoutez, moi je veux bien ça, mais dans cette affaire-là, il faut tenir compte du rapport de force. Alors, ça ne veut pas dire que 22% des députés susceptibles d'être élus doivent être Français soumises et 61%, je ne sais pas combien pour le PCR, c'est pas ce que ça veut dire. Non. Mais ça va être compliqué. Et puis, parce que pour ça, côté que notre ami Michel a oublié, Europe Écologie Les Verts, que je mets quand même à gauche. Oui. Je mets quand même à gauche. Tout à fait. Donc ça va être... C'est souhaitable, mais ça va être compliqué, surtout qu'on va interférer. Parce que bon, on aurait un scrutin proportionnel. Vous voyez? Alors j'entends que Macron dit qu'il n'est pas opposé à une proportionnelle, etc. Il ne l'a pas fait déjà. Non, mais il a dit ça actuellement. C'est ça qu'il a dit, je dis ça. Parce qu'il dit beaucoup de choses. Oui. Bon. Nous aurions un scrutin proportionnel. Que le problème aurait été réglé autrement. D'accord. Et le mode de scrutin, je reviens sur le débat de tout à l'heure, il est fait pour qu'il y ait des majorités et que ces majorités... C'est la logique du système. C'est la logique du système. Très bien, très bien. Donc forcément, il y a des gens qui ne s'y retrouvent pas et qui sont écartés. C'est pas un scrutin de liste. Philippe, parce que la lumière s'est allumée, il me reste à peine 3 minutes. Philippe. Oui, très rapidement, parce que moi je suis sur la question posée. Je n'entre pas dans les stratégies tacticiennes. Moi je pense que vu l'enjeu des élections présidentielles, le pouvoir du président... ramener cela à un tour me semble extrêmement dangereux parce qu'il faut effectivement le temps de la réflexion, écouter les programmes et finalement choisir. Moi, je serais absolument contre un seul tour. On serait dans un régime parlementaire classique où le président préside au sens premier littéral du terme, c'est envisageable. Mais pas dans un système où le président a un rôle d'arbitre. Comme tu es en retard de parole, moi, ce que je voulais te poser comme question, parce que tu me dis regarder les programmes. Non, mais ce que je veux te dire, regarder les programmes, oui, mais quand les programmes ne sont pas appliqués, qui a-t-il à faire? Non, mais quand même, il faut que le citoyen puisse réfléchir et choisir, non seulement regarder les programmes, il les lit parfois, mais entendre, voir, lire. Et c'est important, c'est absolument important, à mon avis, qu'il y ait 2 tours.
Tout à fait. Oui. Ce serait trop brutal et ce serait trop rapide. à mon avis. D'accord. Le mot de la fin. Oui, enfin, juste dans la foulée de ce que disait Michel tout à l'heure, on a déjà vécu, mais il y a deux hypothèses qui semblent se dessiner pour le troisième tour, parce que cette élection, c'est le troisième tour, puisque, en principe, les députés procèdent du président. Donc, du fait du renversement du calendrier. D'accord, en principe. En principe. Mais là, on aura peut-être droit à quelque chose d'assez original, tout en ayant déjà vécu cela dans l'histoire, un gouvernement d'union nationale. Oui, Tout à fait. tout à fait. Pour mettre en œuvre quelle politique? Alors, après, on verra, mais on a déjà vécu cela dans l'histoire. Les communistes ont participé. En 1945-46. Oui, bon, fait. bon, Tu as raison. mais je faisais moi appel à l'histoire. Moi, je pense que nous sommes dans une situation qui ressemble à celle de 1933 en Allemagne. Ah, Oui. tu aggraves les choses. Alors, Oui, non, mais je tiens à le dire. Parce que les gens qui disent, oui, on va faire un coup, ouais. Une fois que les néofascistes sont au pouvoir, il s'arrange avec la loi. alors je voudrais faire une démonstration très longue sur la Donc, République. Très rapidement. Mais je vais simplement citer le pasteur Bruckner. Quand Hitler est arrivé au pouvoir, il s'en est pris aux communistes. Oui. J'ai dit, oh, c'est les communistes. Après ça, il s'en est pris aux juifs. Je dis, oh, c'est bien fait pour leur gueule. Et puis après, il s'en est pris aux sociodémocrates. OK? Et j'ai commencé à dresser l'oreille. Et puis quand ils sont venus me chercher, Il n'y avait plus personne pour protester. Voilà. Eh bien, c'est sur cette citation que nous allons terminer l'émission. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais soumettre à votre sagacité une question à laquelle je tiens pour la prochaine fois, puisque les élections, ça sera dimanche prochain. Je souhaiterais qu'on se pose la question de savoir, est-ce qu'on a gagné par rapport au quinquennat? Est-ce que le septennat n'était peut-être pas une meilleure manche? Mais Pour vous laisser réfléchir. Il suffit d'observer que Une espèce de teasing. c'est un thème qui a été débattu Oui. et que Emmanuel Macron lui-même n'est pas insensible à cette question. Bon, écoutez, je soumets cela à votre sagacité. Commencez à réfléchir. Vous avez une semaine pour rendre la copie. Sur ce, merci beaucoup, chers chroniqueurs. Merci à vous de nous avoir accueillis chez vous. Et puis, nous serons la prochaine fois, la semaine prochaine, jeudi prochain, avec Emmanuel Granier sur Zouk Télévision pour votre émission favorite, Le Kiosque. On vous remercie, on vous souhaite une bonne soirée et puis de joyeuses fêtes de Pâques. Allez, à très bientôt. Au revoir. Bon cran. Bon club.